nous a rejoint sur ce plateau. Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour le grand entretien de 19h30. Ancien ministre des Affaires étrangères, votre dernier ouvrage, Après l'Occident, écrit avec Maurice Godelier aux éditions Perrin et Robert Laffont. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. C'est la série aujourd'hui. Je avais un autre livre avant. C'était avec un point d'interrogation. Vive les points d'interrogation. À mes côtés, Nathalie Saint-Cric pour vous interviewer également. On vient de l'entendre, Jean-Noël Barrot qui dit l'Iran doit faire des concessions majeures et avec ces négociations qui semblent, Hubert Védrine, ce soir encore au point mort entre l'Iran et les États-Unis. Mais j'en sais pas plus que vous. Eux non plus, d'ailleurs. Eux non plus, mais on avait l'information cet après-midi de cette réunion de crise, par exemple, que Donald Trump a convoquée à Washington. On sent l'impasse dans ces discussions. Est-ce qu'on a un moment aussi où la guerre pourrait reprendre, où il y a cette menace-là, s'il n'y arrive pas à y avoir des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis? Il y a les deux, tout est possible. Quant aux réunions de crise, c'est leur job normal, oui. Sans arrêt. Oui, c'est pas une information spéciale. Plus précisément. On est entre les deux, là. Il peut y avoir une sorte d'accord, quand même, par épuisement. Il peut y avoir la guerre qui reprend un peu, enfin, en tout cas, les attaques. On est entre les deux. On n'est pas dans ni paix ni guerre, on est dans le mélange des deux. Mais l'ensemble du monde commence à raisonner, quelle que soit l'issue de la guerre en Iran, en fait. Beaucoup de gens se préparent à la suite. Alors justement, c'est l'Occident, point d'interrogation. Mais je ne vous demande pas la boule de cristal, ça serait idiot. Mais est-ce que dans les scénarios qui sont envisagés ou envisageables, il peut y avoir ce que vous dites, c'est-à-dire une espèce de quelque chose qui s'effiloche? On n'a pas l'impression que ce soit possible à cause du détroit d'Ormuz. Alors, d'abord, rappelons-nous que l'élément clé qui a décidé Trump, il y a d'autres éléments internes pour cette guerre qui est en contradiction totale avec ses engagements au moment de l'élection. C'est Netanyahou qui lui a expliqué à l'avance qu'on pouvait facilement écrabouiller le régime iranien en quelques jours de frappe. Et Trump était un peu enivré par l'exemple vénézuélien, Maduro. Et c'est Netanyahou qui lui a dit, c'est le moment, samedi prochain, il faut y aller. Et ils avaient en tête, et je crois que Netanyahou le croyait d'ailleurs lui-même à ce moment-là, que le régime allait s'effondrer. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. On a plus de 2 mois là, ça n'a pas marché. Donc l'hypothèse d'un renversement total, d'une éradication complète du régime par l'attaque israélo-américaine, on voit bien que ce n'est pas plausible. Ou alors il faudrait qu'il remplace le régime par un autre. Et on n'a pas ça sous la... Ils sont intervenus en masse sur place et qu'ils amènent le fils du Shah ou un général X ou Y. Ce n'est pas le cas. L'autre hypothèse, c'est-à-dire une sorte de triomphe extraordinaire du régime, ce n'est pas possible non plus parce qu'ils sont quand même très, très, très détruits, très frappés, etc. Même s'ils ont gardé des capacités de nuisance résiduelles. Donc la question que se posent les gens de la région, étant donné que c'est la menace iranienne qui a créé cette coalition tout à fait étrange entre Israël et les monarchies du Golfe, et la menace est là depuis très longtemps, très très longtemps, depuis la révolution de 79, pour ça, c'est est-ce qu'il va y avoir après, dans un moment qu'on ne connaît pas, ni vous ni moi, une menace résiduelle iranienne? C'est ça la question qui est derrière les tâtonnements en matière de menaces ou négociations. Qui pourrait continuer à menacer la région S'il reste encore... ça c'est le cas depuis longtemps. Sinon il n'y aurait pas les accords d'Abraham, il n'y aurait pas d'alliance entre Israël et les monarchies du Golfe. Elle a existé, poussée par Trump premier mandat, parce qu'il y avait une menace crédible iranienne, et donc ils se sont rapprochés. Si un régime très très affaibli, meurtri, qui a survécu quand même à des niveaux très bas, les autres vont se demander est-ce qu'ils sont encore dangereux ou pas. Sur le nucléaire, évidemment pas avant longtemps, mais enfin, on ne sait jamais. Sur les missiles, peut-être encore, sur les drones, peut-être encore, et par le chantage à Hormuz, peut-être. Donc on ne peut pas le faire à leur place, mais les gens de la région vont se demander dans 8 jours, dans 15 jours, dans un mois, je ne sais pas quand, est-ce qu'il y a encore une menace? Ça détermine énormément les comportements de l'ensemble des pays de la région, y compris Oman, qui était très utile au début, puis mis hors circuit après, le Pakistan, la Turquie. Vous voyez, donc ils sont tous en train de se poser la question, en se préparant dans les deux cas. Vous parliez de la frappe, de l'intervention au premier jour des États-Unis et des Israéliens qui étaient censés, dans un scénario qui finalement n'existe pas, décapiter le régime. La question décapiter, ils l'ont fait, mais... Ils ont fait avec une quarantaine de dignitaires, mais le régime ne s'est pas effondré derrière. Et on est encore dans cette situation, ni paix, ni guerre, ou cet entre-deux en tout cas. Est-ce que les États-Unis ont sous-estimé la capacité de résistance des Iraniens? C'est évident, ça. Et le monde entier le sait, le voit. Ils ont surestimé les capacités israélo-américaines.
Ils ont complètement sous-estimé les capacités de résistance, de résilience, etc. Ils ont complètement fait l'impasse sur l'affaire d'Ormuz, qui était à la fois évidente et présente nulle part. Donc il y a une erreur gigantesque. C'est pour ça que les pays dans le monde, même ceux qui sont qui soutiennent quand même Trump, en dépit de sa vulgarité et de son comportement extravagant, il y a quand même des gens qui pensent qu'il est utile et qui fait des jobs utiles sur beaucoup de plans, notamment la gestion des flux migratoires aux États-Unis. Même les gens proches de Trump ne veulent pas trop dépendre de lui, quand on a étudié le mode de décision. Quant aux pays du Sud qui veulent mettre fin à la domination occidentale qui dure depuis des siècles, ils sont assez contents parce qu'ils pensent que c'est mauvais pour l'Occident, tout ça, globalement. Donc les pays pour lesquels c'est le plus angoissant, le plus compliqué à traiter, c'est nous, les Européens, qui avons demandé la protection américaine après la guerre, et on l'a eu, traité d'alliance atlantique de 1949, et on est encore dans cette situation, et tous les pays d'Asie alliés des États-Unis qui dépendent de la protection. Est-ce que c'est encore valable ou pas? C'est la grosse angoisse qui est derrière l'analyse des péripéties iraniennes. Quelle est la clé d'une sortie de crise, ou plus exactement, qu'est-ce qui n'est pas possible? On a entendu les Iraniens aujourd'hui dire que ils enrichiraient comme ils veulent l'uranium qu'ils ont, qu'ils ne rendraient jamais leur stock, les fameux 440 kilos. On entend du côté du Liban, alors peut-être parlons du Liban après, qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait une sortie, un minimum de terrain d'entente pour que les choses se calment ou se détendent? Quelle est la cote mal taillée sur laquelle on peut se mettre d'accord, enfin les Iraniens et les États-Unis peuvent se mettre d'accord? Alors, essayons de l'imaginer, oui. Bah oui, il faut bien... ça pourrait arriver, on ne sait pas qui décide en Iran maintenant. Hein. Non. C'est comme si ici, on avait tué tout le monde, sauf les sous-préfets. Il y a quand même des gens qui décident. Alors, dans les gens qui décident, il y en a qui vont dire il ne faut jamais lâcher, on va continuer. D'abord, on a Hormuz, etc. Parce que Trump ne peut pas durer longtemps. Il voit bien qu'aux États-Unis, ça n'est pas soutenu, que le niveau de soutien baisse encore, etc. Donc c'est un truc de poker, mental. Oui. Bon. Alors, ils n'ont pas le même calendrier, les deux. Donc, le régime iranien, ils ont les plus durs dans le régime iranien, qui ont survécu, qu'on ne connaît pas, peuvent se dire il suffit d'attendre, parce que Trump ne va pas tenir aussi longtemps que nous. Comme par exemple le chef des gardiens de la Révolution, qui semble être sur cette ligne de guerre d'usure. On ne sait pas dans quel état ils sont, on ne sait pas qui c'est. Enfin, en tout cas, il y a sans doute des gens plus durs que d'autres. S'ils la vont dire, il ne faut pas lâcher, parce que Trump ne peut pas attendre très longtemps. Il va être obligé de prétendre qu'il a gagné pour expliquer l'arrêt. Il y aura une crise avec Israël et qui voudrait... Enfin, pas Israël, Netanyahou, qui voudrait pouvoir continuer. Mais il y en a d'autres, sans doute, qui diraient, écoutez, on en a assez pris sur la figure comme ça, c'est plutôt plus intelligent d'arrêter, dès lors que le régime survit, même si c'est une forme estropiée, enfin, c'est un régime qui survit, après on va se débrouiller, et si on arrive à imposer l'idée d'une taxe à Hormuz, qui n'existait pas avant, on s'en sort. C'est peut-être beaucoup plus intéressant que le fantasme nucléaire. Donc il peut y avoir une aile, disons, qui ne veut pas la paix, mais qui trouve un certain intérêt à ce que ça s'arrête le mois prochain, peut-être. Et du côté de Trump, ça dépendra du moment où la crise interne est tellement forte. Le rejet de sa base, la crise avec Vance qui est contre depuis le début, il dit « je suis obligé d'arrêter, donc je prétends que j'ai gagné ». Vous voyez, j'essaie de répondre à votre question de façon pas entièrement négative, hein, mais en termes de calendrier, ça ne s'ajuste pas tout à fait. Parce que là, on a l'impression que ce qui reste du régime iranien doit croire qu'ils peuvent durer plus longtemps que l'autre. C'était ma question. Qui a le plus de temps? On verra. On ne peut pas savoir, là. On ne peut pas savoir. La clé des négociations, enfin, le blocage, le blocus des ports iraniens décidé par Donald Trump, est-ce que ça, c'est un levier efficace dans la négociation qui peut en effet asphyxier économiquement le régime? Si on revient à l'actualité immédiate, c'est sans doute plus efficace que le bombardement. Hein, par rapport à ça. S'il avait fait ça depuis le début, on serait peut-être dans une situation différente. Bon, on verra, mais ça renvoie à la question d'avance. Hein. Est-ce que le régime peut durer? Combien de temps? Et eux, ils pensent que Trump ne peut pas durer très longtemps. Vous voyez, on en est à quand même 2 mois par rapport à ça. Et il y a les mid-terms en novembre. Bon, certains jours, Trump dit tous les présidents perdent les mid-terms, donc ça ne me gêne pas. À d'autres moments, ils font tout pour ne pas les perdre quand même. Donc il y a une sorte de jeu incroyable avec une anticipation sur la capacité de l'autre à ne pas durer. Bon, et nous, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, j'ai noté que quand le ministre Barrot a parlé, là, vous l'avez donné, il parle du régime. Et il pense que le régime... Enfin, il y a peut-être des infos, il joue sur l'idée qu'il doit y avoir dans le régime un basculement interne, où ceux qui vont dire on a quand même intérêt à arrêter dès lors qu'on survit en tant que régime, et qu'on n'est pas dans le scénario imaginé par les Israéliens vendu aux Américains sur l'élimination totale du régime,
S'ils ne perdent pas complètement, ils ont un peu gagné. Oui, tant qu'on peut conserver ça, certains pourraient se dire à l'intérieur du régime. En plus, on ne sait pas du tout si Trump va éprouver le besoin d'écrabouiller à nouveau je ne sais quel morceau de l'Iran avant de proclamer la victoire. Il y a une incertitude sur le mode de fonctionnement. J'ai dit que son mode de fonctionnement est angoissant, notamment pour ses amis et alliés. Pour ce qui est de la partie israélo-libanaise, Hezbollah, est-ce que tout le monde ne fait pas semblant de faire comme si on pouvait désarmer le Hezbollah et que finalement, tout ça, on sait très bien que c'est non pas du cinéma, mais que c'est quelque chose que, le gouvernement libanais n'a pas la possibilité, ni matérielle, ni même peut-être la volonté de désarmer le Hezbollah, que Israël, de toute façon, ne lâchera pas, s'il ne peut pas lâcher tant qu'effectivement, il n'y aura pas ou une zone de tranquillité ou plus de Hezbollah, et que tout ce qu'on fait est une espèce d'agitation sur laquelle dont personne n'est véritablement convaincu. Pour être honnête avec vous et avec les gens qui nous regardent, moi je pense, comme ce qu'on appelait le camp de la paix en Israël, que tout découle depuis 1967, puisque le général de Gaulle a très bien anticipé, du refus de beaucoup d'Israéliens d'accepter le compromis territorial. Alors il y a eu des grands dirigeants israéliens qui l'ont tenté quand même, Rabin, Peres, même Olmert et Ehud Barak, même Sharon à la fin. Et depuis que Netanyahou est là, depuis 15-17 ans, il a dit avec moi, ça n'arrivera jamais. Bon, c'est un choix. Et je pense que ça entraîne tout le reste. Parce que le Hezbollah n'était pas aussi fort autrefois, le Hamas n'existait pas, etc., etc. Cela dit, il a derrière lui quasiment tous les Israéliens, pas sur la question palestinienne, mais sur la réduction de la menace. Sur le danger. Qui est devenue entre-temps réelle, la menace. Donc, si on revient à votre question sur le Liban, c'est évident que dans cette logique de domination par la supériorité militaire, les Libanais veulent depuis l'origine neutraliser au moins le sud du Liban. Peut-être le sud de Beyrouth, en tout cas jusqu'au Litanie, c'est une obsession ancienne, très ancienne. Donc c'est pas tellement étonnant. Alors après, si on s'est dit, mais est-ce que quelqu'un au monde peut arrêter ça? Personne n'a de moyen de pression sur Israël, sauf Trump. Il l'a fait 2-3 fois. Il a imposé le cessez-le-feu à Gaza. Oui, il a imposé momentanément. Il a fait faire des petits trucs et des petits pas de côté. Mais sur la volonté. Il en a un peu quand même, parce que comme il a une vision de l'avenir qui est très liée à l'Arabie, que l'Arabie qui se fiche un peu des questions palestiniennes, mais qui a quand même une population qui allait complètement révoltée par ce qui s'est passé à Gaza. Il lui a de combiner parfois, donc il avait imposé le cessez-le-feu à Gaza. Il lui a imposé de faire semblant d'entamer des négociations sur le Liban. Ça, c'est Trump. Oui, mais oui, mais... Non, mais ça pourrait être l'inverse. Oui, d'accord. Mais si il faudrait... dans l'idéal, pour répondre à votre question, il faudrait une force suffisante pour dire aux Israéliens, vous arrêtez, vous rentrez chez vous, et on va totalement désarmer le Hezbollah. Ce qui n'est pas possible. C'est qui? Ben oui. C'est qui? On ne voit pas qui c'est. Bon, donc il faudrait un régime libanais très fort. Ce qui n'est pas le cas depuis toujours. Tout en disant les chiites ont le droit de s'exprimer dans des partis politiques, mais pas terroristes, etc. Cette force n'existe pas. Donc on est entre les deux. Donc ça va durer une éternité, toujours pareil. Sauf si... Alors, je reviens à mon idée qu'on peut contester, mais je pense que s'il y avait un compromis territorial de la part des Israéliens, je reconnais que c'est angoissant pour eux en termes de sécurité. Mais angoissant de faire confiance à des gens à qui on... Enfin, honnêtement, de se dire ils vont devenir gentils, le Hezbollah, s'il y a c'est pas une question de gentillesse, parce que les Palestiniens qui sont pour la paix avec Israël, ils ne trouvent pas que les Israéliens soient gentils. Hein. C'est pas une question de gentillesse. C'est une question, c'est pour ça que Rabin, d'ailleurs, qui avait réprimé toute sa vie les Palestiniens à tour de bras, avait conclu que ça ne marcherait jamais tant qu'il n'y aurait pas un État palestinien. Il était revenu à la position de Mitterrand de mars 82, qui avait déchaîné contre lui Begin et le Likoud. Bon, je fais partie de la petite minorité, parce que maintenant, en France, en tout cas, c'est très minoritaire. Aux États-Unis, c'est en train de changer. Oui. Pour la première fois depuis l'existence d'Israël, il y a une image d'Israël qui est majoritairement mauvaise dans l'opinion américaine, très légèrement mauvaise chez les républicains et mauvaise plus nettement chez les démocrates. Et chez les jeunes américains, il y a un début de dissociation entre Israël et la diaspora. Hyper angoissant pour Netanyahou, parce que lui, il a joué l'inverse, en fait, entre le soutien à Israël, qui reste fondamental, heureusement, sur l'existence, sécurité, et le soutien de Netanyahou. C'est ce que Netanyahou essaie d'empêcher depuis très très longtemps, ça. Et la question qui se passe aux États-Unis est beaucoup plus grave pour lui que ce qu'on pense de lui en Europe, hein. Ce qui est secondaire pour lui. Bref, la question libanaise est inséparable de tout ça.
Et justement, vous parliez de l'Europe. Quel peut être le rôle de la France au Liban? La semaine dernière, Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse commune avec le chef du gouvernement libanais, a rappelé cette nécessité de respecter l'intégrité territoriale du Liban. On entend que ce sont des mots. Est-ce que ça peut être plus aujourd'hui? Quel rôle peut jouer la France dans ce conflit au Liban? Moi, je ne critique pas du tout. D'abord, je ne commande pas l'action des présidents parce que c'est un job impossible et très compliqué, en général. Pourtant, ils sont nombreux à vouloir l'exercer. Hein. Non, mais je parle de gens qui sont présidents en vrai ou qui l'ont été. Vous respectez la difficulté de ce que représente d'être président. Oui, mais quel peut être le rôle de la France? Non, mais ce n'est pas une façon d'éviter la question. Je sais. Sur la question du Liban, je reviens à ce que je disais avant. La France fait ce qu'elle peut. Ce que fait le président est très bien. Il n'y a aucune raison de le critiquer là-dessus. Les Libanais eux-mêmes savent très bien que la France ne domine pas le monde. Même les États-Unis ne sont pas totalement maîtres du monde. Même si c'est bien l'hyperpuissance dont j'avais parlé depuis longtemps. Plus de 20 ans. Bon. Donc, c'est bien sur un plan affectif, sur un plan amical, même si le Liban, d'autrefois, la française, a quand même disparu depuis très longtemps. En réalité, il y a quand même plein de gens au Liban qui sont très, très heureux que la France manifeste de l'intérêt. Alors après, si la France peut faire un petit quelque chose pour renforcer le gouvernement libanais, tant mieux. S'il peut faire un petit quelque chose pour réfréner les ardeurs offensives des Israéliens et de l'armée, tant mieux. Mais on n'a pas une relation avec les Israéliens qui le permet, parce que Netanyahou déteste les pays qui disent qu'il faudrait se résigner à créer un État palestinien. Oui, et refuse que la France fasse partie des discussions. Mais c'est pas parce que ça paraît difficile à atteindre qu'il faut considérer que ça sert à rien. Donc sur un plan politique, amical, psychologique et d'avenir peut-être, avec un Liban de demain et d'après-demain, ce qui est fait en ce moment, c'est le mieux possible. Voilà. Est-ce qu'on voyait aujourd'hui que les Iraniens ont commencé à faire un tour des capitales amies et que c'était aujourd'hui Saint-Pétersbourg, enfin c'est-à-dire la Russie pour venir... Alors je vais essayer d'être clair pour pas qu'on mélange tout avec l'Ukraine et tout. Est-ce que pensez-vous que Poutine... Enfin, est-ce que les Russes pèsent du côté vis-à-vis des Iraniens et comment par rapport à la succession de pays qui sont impliqués? Quel peut être l'intérêt de Poutine à continuer à aider les Iraniens? Pour ce qu'on appelle le Sud global, qui est un terme impropre parce qu'ils ne sont pas globaux, ils sont hétéroclites. Alors il faut rappeler ce que c'est le Sud global. C'est en gros. C'est l'ensemble des pays non occidentaux, on va dire. C'est pas nous. L'ancien tiers-monde. Voyez. Alors ces pays sont en rivalité entre eux, mais ils considèrent que l'Occident a gouverné le monde pendant 400 siècles, bien ou mal, mais enfin c'est un autre sujet. Et maintenant, il faut que ça s'arrête. Bon. Donc ils sont assez contents quand l'Occident se prend les pieds dans le tapis, comme c'est là. Alors après, ils ont des stratégies différentes. Et dans le cas de Poutine, il est renforcé momentanément parce que la guerre en Iran a fait monter le prix du pétrole, donc il arrive, entretient son armée. Et que les États-Unis ont même été obligés d'arrêter les sanctions contre l'Inde parce que l'Inde achetait du pétrole russe. Bon, donc Poutine en profite pour le moment, mais ça ne change pas le fait que sa guerre en Ukraine, en dehors du fait que c'est atroce pour les Ukrainiens, c'est une erreur monstrueuse du point de vue russe. En fait, il a fait régresser la Russie, il est obligé de militariser l'économie, il s'est mis dans la main des Chinois. Il y a au moins 1 million de Russes modernes qui veulent vivre un peu comme nous, qui sont partis. Enfin, le bilan est monstrueux du point de vue russe. Mais là, conjoncturellement, ça lui rend un peu service. Mais il ne peut pas faire grand-chose non plus. Il peut y avoir des échanges un peu techniques ou de drones, je ne sais pas quoi, avec l'Iran. Ça ne va pas très loin. Le pays qui engrange, à mon avis, c'est plutôt la Chine. Oui, parce que ce que j'allais vous dire pour la Russie, c'est qu'il y a en effet du pétrole qu'ils peuvent à nouveau vendre, et c'est un peu le paradoxe. Un peu plus cher pour le moment. Voilà, pour le moment. Mais en termes de relations internationales, de la même manière qu'ils n'avaient pas pu, les Russes, aider le Venezuela, ils n'aident pas non plus particulièrement l'Iran. Donc, dans leur relation de soutien aux autres pays, est-ce qu'ils ne sont pas, eux, également affaiblis? Non, pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant, de toute façon, l'Occident ne domine plus l'ensemble. Il n'y a pas de communauté internationale. Les Occidentaux, il y a le monde chinois. Il n'y a plus de communauté internationale, ça n'a plus de sens. Mais c'était très sympathique de faire comme s'il y en avait une. C'était sympa. Symboliquement, quand même, on y était attaché. Pour nous, pas pour les Russes, pas pour les Chinois. Pour les Chinois, c'était l'ordre américano-globalisant. Dans la mondialisation, il y avait les mondialisateurs et les mondialisés. Donc tous les pays du fameux Sud, même si, encore une fois, il est hétéroclite. Oui, enfin, les mondialisés relèvent la tête, en clair. Et dans votre livre, justement, après l'Occident... Donc ça ne va pas les renforcer énormément, les Russes, c'est ça que je veux dire. Dans le point d'interrogation, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ce soit que les patrons du monde soient plus du tout les mêmes.
D'abord, Godelier, qui est notre plus grand anthropologue depuis Lévi-Strauss, c'est lui qui est venu me voir en disant « J'ai constaté sur le terrain que l'Occident ne peut plus imposer ses valeurs ». Et il le regrette beaucoup parce qu'il y croit beaucoup. Et en même temps, il dit c'est très compliqué. L'Occident, qui est issu de la chrétienté, est animé par l'idée qu'il fallait évangéliser toutes les nations, donc démocratiser tout le monde. C'est notre rôle, notre mission. Si ça ne marche plus, qu'est-ce qu'on devient? Ça, c'est le point de départ de l'entretien. Mais à la fin, on se dit qu'est-ce que ça va devenir, l'Occident? Alors, je ne parle pas de l'Occident historique, chrétienté, je parle de l'Occident géopolitique. Churchill, Roosevelt. On arrive à un stade où il y a un tel doute à travers Trump qu'il y a 3 hypothèses. C'est un peu grossier de dire 3, mais enfin bon. Soit l'Occident est trumpisé, parce que finalement Trump gagne quand même, et il y a bien un gros tiers des Européens qui pensent un peu comme lui, des mini-Trump, que l'Europe est fichue parce qu'elle n'arrive pas à contrôler l'immigration massive qui déborde tout, et le wokisme. À imposer ses valeurs, à se les Européens, en majorité, ne sont pas là-dessus, mais il y a quand même un gros tiers, on va dire, ou c'est l'inverse. Il n'y arrive pas, il se prend les pieds dans le tapis, il perd énormément en novembre, et après il n'a plus les moyens de tout casser dans son sens. Et la parenthèse Trump se referme. C'est l'Europe qui redevient porteuse des valeurs universelles définies par l'Europe. Et la 3e hypothèse, qui est sans doute la plus probable, c'est que finalement c'est un divorce. Et que ce qu'on appelait l'Occident géopolitique, inventé par Churchill et Roosevelt face à Hitler et maintenu à notre demande face à Staline, finalement ça s'écarte. Et c'est 2 mondes complètement différents. Et ça nous renvoie à qu'est-ce que les Européens vont faire ensemble? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ensemble? Ou alors en gros, mais je résume horriblement... Non, mais c'est des perspectives qui sont... Non, parce que qui ne sont pas absolument réjouissantes. Dans la troisième hypothèse du divorce, il y a un destin européen qui est au centre. Oui. Dans la 2e et dans la 3e. 3e, combiné avec la seconde, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui enfin... S'autonomise, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, décide de s'autonomiser. C'est un programme de 10 ans. Mais c'est compliqué parce qu'il faut travailler plus quand même. Oui, puis il faut un choix politique et une vision commune. Il faut que ce soit un choix qui soit partagé par les populations. Si elles veulent sauver la civilisation européenne, le mode de vie, la culture, il faut prendre des mesures. Ça, donc le livre n'est pas pessimiste là-dessus. Non, mais enfin, il ouvre les options, on va dire. Dernière question, Hubert Védrine, sur Donald Trump. Cette nouvelle tentative d'assassinat ce week-end aux États-Unis. La violence politique aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais cette multiplication des attentats, on arrive à 4 tentatives d'attentats contre Donald Trump en 2 ans à peu près. Elle vous inquiète sur la division de la société américaine aujourd'hui? À quel point elle est polarisée? C'est leur problème, c'est pas notre problème. Ça peut être inquiétant tout de même à observer. C'est inquiétant si on devenait pareil. C'est un pays violent depuis l'origine. Et armé, c'est ça aussi. Pour comprendre les États-Unis d'aujourd'hui, relisez le 19e siècle américain. C'est un pays brutal, violent, hégémoniste, unilatéraliste, mercantiliste, etc. Il faut oublier ce qui va de Roosevelt à Biden. Donc c'est un pays violent, il y a énormément de présidents. Enfin, il a été assassiné. Plusieurs ont été assassinés. Les tentatives, il y en a eu plein, en fait, par rapport à ça. Et Trump est lui-même d'une extraordinaire violence, absolument tout le temps. Il n'a aucun surmoi. C'est peu de choses de dire qu'il n'a pas d'usage ou d'éducation. Enfin, il est d'une violence extraordinaire, extrême. Donc j'imagine que les services de sécurité de Trump sont sur les dents, encore plus que 24 heures sur 24. Donc c'est un pays violent, on ne va pas découvrir. Regardez les tirs dans les écoles. Bien sûr, toutes les tueries de masse qu'il y a aux États-Unis. Merci d'avoir été... devenir comme eux sur ce plan. On peut admirer les États-Unis et le cinéma américain, mais il ne faut jamais devenir comme ça. Mais on ne prend que le cinéma américain. Merci beaucoup, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, d'avoir été avec nous. Votre dernier ouvrage, donc, Après l'Occident, point d'interrogation, écrit avec Maurice Godelier aux éditions Perrin et Robert Laffont. Merci, Nathalie Saint-Cric, d'avoir été à mes côtés. Pour le moment, sur l'antenne, c'est l'heure du JT Monde, suivi des Informés.